Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio. Nous sommes aujourd'hui le 11 novembre, journée qui, à travers l'essentiel de l'Europe, est la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, en tout cas de l'armistice du 11 novembre 1918. Alors, vous allez me dire, on va parler de, donc on va parler de 14-18, et vous allez me dire en quoi ça concerne la survie, vous allez voir vers la fin si vous tenez le coup jusque-là. Alors, 14-18, en fait, déjà, c'est une erreur de nomenclature, de définition, puisqu'en réalité, la grande guerre européenne de cette période-là, alors certains la voient en première mi-temps 14-18, deuxième mi-temps 39-45, c'est pas idiot de voir ça comme ça, mais si on prend uniquement la période 14-18, en fait, on devrait prendre la période 1911 à 1923. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Première Guerre mondiale a réellement été déclenchée par la guerre, toujours les Italiens qui foutent le bordel, la guerre italo-turque, donc italo-ottomane pour être précise, de 1911. L'Italie en 1911 a décidé de conquérir pour des raisons de politique interne la Libye et par gagnant en tout cas battant les quelques défenses ottomanes de Tripoli, la guerre en Libye elle a duré très longtemps pour l'Italie, elle a duré jusqu'en 1935. Mais enfin, Omar el-Mokhtar, tout ça. Mais aussi l'Italie a pris les îles du Dodécanèse, qui l'a amené aussi dans une position de conflit avec la Grèce, alors que en fait la Grèce et l'Italie avaient des systèmes, des peuples, des régimes politiques très, très semblables au cours des années 10, 20, 30. Et puis a terminé, donc la Première Guerre mondiale, en réalité, ne s'est pas terminée en 1918 avec l'armistice et la reddition de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, mais aussi par en fait, la fin de la guerre civile russe qui s'est terminée en 1922, dans laquelle ont participé la plupart des armées de l'Entente. Donc à cette époque, on ne parlait pas d'alliés et d'axes, on parlait des forces de l'Entente et des forces des pouvoirs centraux, qui étaient donc essentiellement l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, mais aussi la Bulgarie, et j'en oublie sans doute... non, je crois que c'est tout. Et, et puis la guerre d'indépendance de la Turquie, qui est donc suit l'effondrement de l'Empire ottoman suite à la Première Guerre mondiale, et qui se termine en 1923 avec le traité d'Ouchy, je crois, qui est en fait le début de la fin du Moyen-Orient, et surtout le début du grand bordel au Moyen-Orient que l'on a depuis maintenant. Le Moyen-Orient a été relativement stable et en paix depuis toute la période ottomane, donc pendant pratiquement 5 ou 6 siècles, et depuis 1919, c'est le bordel. On va voir pourquoi, et on va voir en quoi 14-18, donc cette Première Guerre mondiale, est en fait la guerre la plus importante du 20e siècle, et nous vivons toujours sur les vestiges de cette Première Guerre mondiale. Et malheureusement, cette Première Guerre mondiale, pour moi, puisque je suis européen, et pour la plupart de nos amis européens, c'est le début de la fin de la grande période de domination du monde par l'Europe, domination du monde qui a commencé à peu près pendant la Renaissance, au XVe siècle, fin du XVe siècle, et qui est montée en puissance jusqu'au XIXe siècle, où l'Europe a conquis le monde, et à mon avis c'était une erreur, mais enfin c'est pas ça le sujet aujourd'hui, et donc le déclin a commencé en 14-18. Alors, donc, 1911-1923, on va se focaliser sur 14-18. Alors, vous le savez sans doute, si vous l'avez appris à l'école ou si vous êtes comme moi passionné d'histoire, c'est une guerre mondiale parce qu'effectivement, il y a eu des combats qui vont des Malouines, qui vont évidemment, on connaît tous le front occidental, donc le front ouest, la guerre des tranchées, etc. Mais il y a eu aussi des combats évidemment en Italie, contre l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. Il y a eu des combats en Grèce, en Bulgarie, en Roumanie. La campagne de Mackensen de conquête de la Roumanie est absolument brillante. Mais il y a eu évidemment les combats sur le front de l'Est, sur le front russe, en Prusse orientale, mais également en Silésie, en Galicie. Il y a eu évidemment tout le Moyen-Orient, qui est souvent négligé par les historiens. Il y a eu l'offensive turque ottomane, pardon, sur Suez, la contre-offensive britannique sur Gaza, sur la Palestine, la prise de Jérusalem, de Damas, etc., avec Laurence d'Arabie dans la péninsule arabique. Évidemment, une épopée qui a été représentée au cinéma de manière excellente d'ailleurs, et très romantique et très passionnante. Il y a eu des combats en Afrique du Sud, entre les Boers et les Anglais, en Namibie, donc en Afrique, pour la conquête de la part des pays de l'entente, France, Angleterre notamment, évidemment des colonies
africaine allemande, le Togo, le Togoland, le Cameroun, l'Afrique du sud-ouest, donc ce qui est aujourd'hui la Namibie, la Tanzanie, la région des Grands Lacs qui était allemande. D'ailleurs, ce sont les derniers endroits qui sont rendus. Les Allemands ont continué à se battre jusque, je crois, en début 1919, parce qu'ils n'avaient pas encore appris la nouvelle de l'armistice, avec Letto von Vorbeck, qui était un brillant théoricien de la guérilla, que j'étudie beaucoup, c'est très intéressant. Donc sur toute cette partie, et puis il y a aussi, toujours au Moyen-Orient, il y a eu de la guerre en Perse, il y a eu de la guerre en Afghanistan, peu de gens le savent, et puis en Asie également, il y avait des colonies allemandes à Tsingtao en Chine qui ont été prises par le Japon. Le Japon a participé à la guerre, un peu de loin, mais a participé. La conquête des colonies allemandes de Papouasie autour de cette Nouvelle-Guinée, autour de cette région, Rabaul, dans les îles Bismarck, et puis il y a eu des combats de navires et de raids sur les méchants, et la guerre sous-marine dans l'Atlantique, etc. C'est une guerre passionnante en réalité, c'est pas du tout une guerre statique, c'est une guerre avec énormément d'avances technologiques, l'avion, le sous-marin, les bateaux à propulsion à pétrole plus que le charbon. C'est une guerre qui est vraiment passionnante et qui est une guerre qui a amené, alors d'un point de vue humain, énormément de souffrance, parce que quand on y pense, non seulement on a eu des millions de Français, d'Italiens, d'Allemands, d'Anglais qui ont fini dans des tranchées, dans des conditions assez abominables, mais pas que là, aussi au Moyen-Orient, à traverser des déserts, à se battre dans le froid arctique, même à Mourmansk, enfin dans le nord de la Russie, dans la partie le front de l'Est, c'est pas plus dur en 1941 que 1916 ou 17. Et dans la chaleur moite de l'Afrique, il y a eu vraiment, vraiment une souffrance humaine, surtout à des niveaux qui n'avaient jamais été vus. On n'a jamais mobilisé autant d'hommes avant 1914-15, qu'en cette période. Donc il y a eu une souffrance terrible qui a marqué les esprits, bien sûr par les morts. On sait tous, enfin, mes amis français qui ont étudié l'histoire, normalement, savent à quel point le, le déficit de gens, donc de naissance, à cause de 1914-18 sur la France, qui a été saignée vraiment de manière massive, plus que l'Allemagne en proportion de la population, eh bien, ont manqué en 1940, lorsqu'il a fallu faire face à la revanche, à la Deuxième Guerre mondiale, et face à l'Allemagne. C'est pas la seule raison, mais c'était une raison importante et qu'on apprend en histoire. Pareil en Italie, où la souffrance a été gigantesque, avec en plus un corps d'officiers piémontais, donc de chez moi, qui était non seulement incompétent, mais en plus qui avait un rapport de classe, un peu comme chez les Britanniques, mais en pire, où des millions de jeunes Italiens, des Sardes, des Siciliens, des gens du Sud, se sont retrouvés avec des Romains, des Milanais, des Piémontais, dans les montagnes alpines et dans le karst, à faire des offensives complètement absurdes à partir de 1915, où l'Italie est entrée en guerre. Mon grand-père a participé dans les troupes des douaniers, parce que en Italie, les douaniers faisaient partie de l'armée à cette époque, et il y avait des troupes de douane qui sont allées au combat, et donc il a participé dans les combats face à ce qui est aujourd'hui la Slovénie, qui était l'Empire austro-hongrois, donc dans les régions Venise, Frioul, etc. Et un de mes grands-pères a participé à cette guerre-là. Et lui, il a fait les deux guerres dans le corps des douanes italiennes. Et bref, les souffrances ont été immenses. Elles ont été tellement immenses pour le peuple allemand, puisqu'ils ont souffert de famine à cause du blocus anglais. Donc ça les a marqués par rapport à cette envie de se venger de ce qu'ils ont considéré comme étant, d'une part, une traîtrise. Il y a eu beaucoup de marchés noirs. Il y a eu chez les Russes, mais d'ailleurs chez les Allemands aussi, à force d'avoir tellement de souffrances et de morts et de violences, la révolution. En Russie en 1917, elle a évidemment abouti, parce qu'elle a été prise en vol, la révolution russe, par les bolcheviks, qui ont été très malins de la saisir au bon moment et de prendre le pouvoir. En Allemagne, la révolution, justement, a eu lieu le 7 novembre 1918, ce qui a forcé le gouvernement de dire mieux vaut se rendre et ramener l'armée du front à l'intérieur pour faire cesser la révolution bolchevique communiste, plutôt que de continuer à se battre et de finir par l'Allemagne aussi dans le chaos de la révolution bolchevique, et surtout dans le chaos de la guerre civile et surtout d'un système complètement
absurde, qui est le système communisto-bolchevique, qui a amené, je vous le rappelle, au cours du XXe siècle, à plus de 100 millions de morts en Russie, ailleurs, et en Chine également. Donc on a vu donc des souffrances humaines, on a vu également peut-être quelques notes positives. Alors, souffrance humaine, je devrais rajouter les gueules cassées, les gens qui sont revenus estropiés, démontés, psychologiquement traumatisés. On le voit très bien dans pas mal de films en fait qui ont été faits. Le cinéma a bien traité, à mon avis, la Première Guerre mondiale avec peu d'idéologie, puisqu'il n'y a pas eu de massacre de civils qui se sont ensuite mis en lobby pour donner une certaine vision de l'histoire. C'est une histoire qui est aujourd'hui qui a toujours été une vision plutôt pacifiste. Donc les cinémas, même dès après-guerre, qui ont été tirés de romans comme les romans de Heinrich Maria Remarque ou de Ernst Junger ou de Barbus en France, etc., nous ont amené à une vision très pacifiste de la guerre. Donc peut-être une vision du troufion, de l'humain, du simple soldat, et non pas la vision de l'état-major. L'état-major se dit, bon, cette ville est stratégique, on doit la prendre, ça va nous coûter 100 000 hommes, on va tuer 100 000 hommes. Parce que dans leur esprit, c'est nécessaire. Alors ensuite, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? En tout cas, pour les 100 000 hommes qui vont finir morts, tués, dans des situations quand même assez violentes, les gens n'étaient pas préparés à devoir monter à l'assaut avec un fusil, une baïonnette, face à des mitrailleuses et des champs de fils de fer barbelés, et surtout face à la pression constante des obus qui tous les jours vous terrifient, parce que l'obus, vous ne savez pas s'il est pour vous ou pour vos voisins. C'était terrifiant la pression psychologique d'une guerre de position avec finalement des hommes de chair et de sang face à l'industrie des canons et de l'explosif, et finalement la première guerre réellement avec des armes modernes, lance-flammes, mitrailleuses, des armes extrêmement létales. Et donc cette guerre a été terrifiante, et cette guerre a été en fait une catastrophe pour l'Europe, mais je pense pour le monde. Et je vais terminer avec quand même 2-3 aspects positifs, mais cette guerre a été une catastrophe parce que, tout d'abord, les pertes humaines, elles ont été dans la force vive de la plupart des nations européennes. Nous avons envoyé les meilleurs d'entre nous, génétiquement, mentalement, les gens les plus courageux, les gens les plus costauds, la force de la paysannerie et des ouvriers de France, d'Angleterre, d'Écosse, d'Italie, de Russie, d'Allemagne bien sûr, d'Autriche et d'Hongrie et de Serbie. J'ai oublié la Serbie qui était, voilà, c'est celui-là que j'ai oublié. Serbie et de l'Empire ottoman. Des gens qui, dans la fine fleur de l'âge, entre 19, 15 pour les plus jeunes, jusqu'à la trentaine, la quarantaine d'années, qui sont allés se faire tuer pour rien, parce qu'en fait, il n'y avait aucune bonne raison. Alors certes, c'était des désagréments territoriaux entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie à propos de la Bosnie. Certes, il y avait des jeux d'alliance, mais on va faire un peu d'Uchronie dans un petit moment. Vous allez voir que la guerre aurait pu être évitée, et quel aurait pu être notre monde si la guerre avait été évitée. Et donc nous voyons cette souffrance, cette perte de gens. Donc vous imaginez, pour les enfants, pour les épouses, les mères, les pères qui voient des millions de gens revenir pour ceux dont les corps étaient récupérables, mais simplement être morts. Et on retrouve énormément aujourd'hui dans des ossuaires. Il y a des ossuaires dans le nord de la France, en Italie, etc., qui sont absolument émouvants, je trouve. J'ai visité ceux du Frioul, à Redipuglia, en Italie, mais il y en a plein d'autres qui sont émouvants. On voit ces listes gigantesques, et je suis à chaque fois ému lorsque je vais en Italie, en France, en Angleterre, en Écosse, dans des petits villages, ou en Belgique. Ça, c'est l'autre pays que j'ai oublié. La liste des morts, où on voit par exemple en Écosse, c'est particulier, où vous allez dans un village où vous avez par exemple 25 MacGregor. Donc c'est des frères, des cousins, parce que l'Angleterre en plus amalgamait les gens dans des régiments qui étaient régionaux. Donc si tout le village, la moitié des adultes et des hommes du village partaient en guerre, ils étaient tous dans le même régiment, souvent dans le même bataillon. Si ce bataillon était envoyé au casse-pipe dans une zone particulièrement difficile ou avec pas de chance, et qu'il se faisait massacrer à 80%, eh bien, il y a 80% des jeunes et des adultes de ce village qui étaient morts. Donc vous imaginez le drame dans ce village où toute l'économie, tous les liens sociaux, les liens affectifs sont totalement balayés en quelques années, et où après on se retrouve avec des veuves, des orphelins, une cassure dans le continuum, pas espace-temps, mais dans le continuum social historique d'un village, ou d'une région, ou d'un pays.
Parce que c'est pas seulement le traumatisme et la souffrance et les morts, c'est aussi voilà, une continuation de transfert de père-fils, 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 qui est totalement brisée tout d'un coup. Et donc une certaine continuité de la culture européenne, au-delà donc justement de l'aspect génétique, où les meilleurs sont allés mourir et souffrir, et les planqués, les plus faibles, les plus couards, sont restés en fait derrière, pas tous, mais en tout cas en majorité. Donc il y a une sélection inverse et une brisure de cette continuité de l'Europe comme civilisation fascinante dans le monde. On peut critiquer tout ce qu'on veut, mais l'Europe a marqué le monde dans l'art, dans la technique, dans la technologie, de manière absolument phénoménale, et particulière, et une manière brillante, et qui serait intéressant de sauvegarder et d'apprécier. Comme il est appréciable de voir la civilisation aztèque, maya, ou chinoise, ou khmer, ou d'autres, ou égyptienne antique, exactement. Mais voilà, en tout cas, les 500 dernières années ont été marquées par la brillance de la civilisation européenne, et nous devons, en tant qu'Européens, en être fiers, non pas pour des raisons raciales stupides, bien que, évidemment, l'aspect génétique compte, mais nous ne sommes ni supérieurs ni inférieurs, c'est pas la question. La question, c'est que nous devons être fiers de nos racines, fiers de qui nous sommes et de ce que nous avons fait, et donc regretter cette catastrophe qu'a été 14-18, donc pour moi 11-23, et je devrais ajouter la civilisation ottomane. Pour moi, c'est une civilisation quelque part, même si c'est le Moyen-Orient, ça fait partie un peu de la civilisation européenne. Je suis assez ouvert sur cette approche-là. Et on devrait ajouter la contribution même des colonies d'ailleurs, ça c'est un élément important. Je pense que les colonies d'Afrique, Afrique du Nord, Algérie, pour les Français, ou par exemple Nigeria, Ghana et Kenya pour les anglo-saxons, euh, ont participé à la guerre, et quelque part, ils ont pu, et ça c'est bien, je pense que dans la longue histoire c'est plutôt intéressant de mon point de vue, même si ça n'a pas servi les Européens, mais je pense qu'on n'avait rien à faire dans ces endroits, on n'avait rien à faire dans les colonies en Afrique et ailleurs, mais l'homme noir, ou l'arabe, si on peut appeler ça comme ça, euh, eh bien, il a pu voir, grâce à 14-18, qu'il était capable de se battre à l'égal des hommes blancs. Parce qu'avant, l'homme blanc était craint, l'homme blanc était considéré comme intouchable parce qu'il avait des armes, parce qu'il avait une structure, une technologie qui venait, et que bon, bah, ils n'avaient aucune chance, quoi. À part les Italiens en Éthiopie, ou en Abyssinie pour être précis, ou parfois les Anglais au Soudan, ou en Afrique du Sud contre les Zoulous. À part quelques batailles par-ci par-là, je veux dire, les peuples non européens n'ont eu aucune chance face aux Européens. Et donc il y a eu ce sentiment d'infériorité qui a joué aussi sur le sentiment de supériorité de l'homme blanc sur les autres races, qui à mon avis est un sentiment erroné et stupide, et surtout bah, non efficace et non réel, parce que nous sommes tous différents en réalité. Et donc nous avons des hiérarchies, mais elles ne sont pas raciales à mon avis. C'est vraiment mon avis. Euh, et puis, donc, ça a un peu émancipé. Tout d'un coup, on a vu, par exemple, des soldats africains noirs dans le royaume, dans l'Empire britannique, capturés et gardés dans des prisons. D'ailleurs, les Allemands s'en plaignaient, des blancs africains. Donc des Allemands nés en Afrique, blancs. Et donc ça a pu changer les mentalités, parce qu'en fait, avant, c'était impossible, c'était inconcevable. Et ça, c'est bien, moi je trouve que c'est bien, ça a émancipé les peuples de toutes les nations pour que chaque peuple ait sa terre, chaque peuple ait son indépendance. Malgré tout, ça c'est un aspect positif, bien que très coûteux, de la Première Guerre mondiale. On avait aussi des pays qui se sont soudés en tant que nation, par exemple mon pays d'origine, l'Italie. Avant 14-18, les gens ne se sentaient pas italiens du tout, du tout, du tout. Ils se sentaient siciliens, sardes, d'Aoste, du Piémont, de tout ce qu'on veut, des Pouilles, mais de Rome, mais ne se sentaient pas italiens. Et la souffrance commune, et on devrait y ajouter la propagande qui est légitime, des années 20-30 du fascisme italien, ont soudé cette nation pour créer en fait ce qu'est l'Italie. Avant, l'Italie n'existait pas vraiment. Par exemple, donc on peut dire que malgré ces souffrances, il y a eu quelques éléments positifs, et puis il y a eu des mouvements de paix. Alors l'aspect positif, c'est que nous avons peut-être compris que le pacifisme est quelque chose d'important, et malheureusement ces mouvements ont été déroutés et amenés aux excès que l'on connaît aujourd'hui, où finalement aujourd'hui on est dans un suicide de l'Europe. Mais suicide parce que aussi les meilleurs d'entre nous, les meilleurs par définition pas de nos ancêtres,
sont aussi morts, les plus costauds, les plus courageux, encore une fois, dans les tranchées, dans les marécages, dans les steppes de l'Est, au Moyen-Orient, dans les déserts, sont morts. Combien de Britanniques, de Français, d'Indiens, d'Inde, et même les Américains, qui sont venus à la dernière minute. Ensuite, on doit aussi voir le coût sur l'industrie et sur la finance de cette guerre. C'est une guerre qui a été gagnée industriellement par essentiellement la France. Il faut le dire. La France est le pays qui a tenu, comme les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais pendant la Première Guerre mondiale, c'est la France qui a donné le plus gros effort industriel, le plus gros effort en termes humains, du côté donc de ceux qui ont gagné la guerre. Moi, je ne pense pas qu'il y ait eu un bon côté ou un mauvais côté. Je pense qu'au contraire, objectivement, l'Allemagne était une civilisation plus brillante et plus humaine, et même plus démocrate que l'Angleterre ou la France ou la Russie. Mais enfin, ça se vaut, c'est des pays qui avaient, et même l'Autriche-Hongrie d'ailleurs, était un empire extrêmement tolérant, extrêmement ouvert, etc. Mais enfin, on peut aussi dire des choses très positives sur la Russie tsariste, malgré l'image qu'elle en a. On peut dire des choses intéressantes sur la République française, moins déjà sur l'Empire britannique. Mais enfin voilà, c'est la France qui a quand même, il faut reconnaître que c'est la France qui a fait l'effort de guerre et qui a gagné cette guerre de manière absolument courageuse et avec une abnégation, une force et une stratégie qui à long terme a payé. Et les États-Unis ont participé, l'Angleterre a beaucoup participé, surtout en dehors, enfin, dans le nord de la France, mais aussi à travers le reste du monde. Et donc ça a changé aussi la structure industrielle, où tout d'un coup, lorsque vous créez justement des grosses industries d'armement de manière massive, avec d'une part les femmes qui ont dû aller dans les usines, j'en parle dans mon livre Femmes, voilà. J'ai enlevé cette tasse qui me gêne depuis tout à l'heure. Dans ce livre Femmes au bord de la crise, je parle de l'impact de la Première Guerre mondiale sur les femmes et sur leur mise au travail dans les usines. Mais surtout, lorsque vous passez d'usines qui sont censées fabriquer des biens de consommation pour tout le monde, des cafetières, des machines qui sont utiles, etc., des automobiles, à des usines qui construisent des bombes, des explosifs, des chars d'assaut, des camions de transport de troupes, des cuirassés, des destroyers dans les chantiers navals, au lieu de paquebots et de bâtiments de commerce, vous rentrez aussi dans une structure industrielle qui veut la guerre permanente. Alors ils ne l'ont pas eu après la Première Guerre mondiale, puisque justement il y a eu une crise de surproduction et il a fallu retransformer les industries sur des biens plutôt pacifiques et de consommation dans les années 20-30. Mais enfin, après la Deuxième Guerre mondiale, rebelote, et c'est ce qui a transformé aussi des pays comme les États-Unis dans un système impérial avec un complexe que l'on a appelé, enfin que le président Eisenhower a appelé le complexe militaro-industriel. Et la source de ce complexe militaro-industriel, c'est 14-18. Avant 14-18, même aux États-Unis, il n'y avait quasiment pas d'industrie de guerre. Les États-Unis n'avaient pas une fabrique de canons, n'avaient pas de capacité, et d'ailleurs ils ont été armés pour leurs avions, pour leurs canons, etc., par l'industrie française. La finance également, et ça commence à devenir le sujet où je voulais en venir aussi dans cette courte, j'espère, vidéo, c'est que la finance aussi a changé, c'est que la finance a pris le pouvoir en 14-18. Il faut voir que avant, la finance restait une finance d'entrepreneurs, même d'industriels, où elle investissait des projets, certes peut-être de grande taille, hein, des usines, des chantiers navals, etc., mais qui n'avaient pas le pouvoir sur la politique. Bien sûr, la finance finançait les guerres, mais les guerres étaient relativement peu coûteuses. Là, c'était une guerre tellement longue et tellement coûteuse, personne n'avait préparé une guerre longue. D'ailleurs, on voit que fin 1914, début 1915, surtout au début 1915, il y a cette crise de l'armement où l'industrie allemande et britannique et française se retrouvent à court de munitions. Il n'y avait plus d'obus pour l'artillerie. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient jamais pensé qu'une guerre allait durer plus de 6 mois, surtout avec cette intensité. Et donc, l'industrie a dû se configurer d'ailleurs pour produire cette industrie et a demandé de l'argent qui a été prêté par les banques. Alors, on voit des banques allemandes, des banques françaises, des banques britanniques, des banques américaines qui ont financé l'effort allemand et anglais et français, et russe. D'ailleurs, la Russie s'est massivement industrialisée pendant la Première Guerre mondiale, et en fait, ce sont les bolcheviks dans les années 20-30 qui
qui ont eu avantage de cette industrialisation amenée par la Russie tsariste. Mais tout ça pour dire qu'en fait, la finance s'est transformée dans une machine à prêter de l'argent à l'État, qui lui-même investissait enfin, qui permettait ensuite aux industries de produire de l'armement. Sur ces 4 ans de guerre, ou plus, l'argent et l'endettement des nations a été colossal. Avant, il y a eu parfois des moments où les pays s'endettaient, surtout l'Angleterre, parce qu'elle faisait ses guerres par d'autres intermédiaires, donc elle levait de l'argent dans la City, c'est un système financier un peu plus avancé que les autres, et c'est ce qui lui a permis, dans la guerre de 7 ans par exemple, ou les guerres napoléoniennes, de financer le Portugal, l'Allemagne, les Hanovre et d'autres pays pour faire la guerre pour elle. Elle payait, mais elle n'envoyait pas ses soldats. Et elle devait financer une grande flotte, bien sûr, mais elle utilisait l'argent de la City, et bien qu'elle ait des dettes importantes, elle arrivait à s'en sortir. Et d'ailleurs, on voit l'Angleterre, le premier pays qui a été un peu mis sous contrôle par la finance. Et là, on a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale que tous les pays se sont fait avoir, parce que leur dette était colossale. Et l'avantage de la finance, c'est qu'en fait, vous avez des banques qui sont en fait des cousins. En fait, quand on regarde dans le détail de ce qui s'est passé, on se rend compte qu'on a des banques qui sont en fait des cousins, c'est la même famille. Il y a un cousin en France, enfin une famille cousine en France, une en Angleterre, une en Allemagne, et d'autres banques autour d'eux qui non seulement ont créé le système de banques centrales, notamment aux États-Unis, mais aussi ont financé tous les côtés, avec l'accord tacite en disant que si l'Allemagne allait gagner, bien sûr l'Allemagne allait rembourser les dettes à la filiale allemande de cette grande banque qui a des noms différents et des raisons sociales différentes, mais enfin c'est de la même famille, c'est des mêmes familles en général, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et si la France perd, eh bien la France allait devoir rembourser aussi ses dettes via le contrôle de l'Allemagne. Et inversement, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, lorsque la France, l'Angleterre et les États-Unis ont gagné, l'Allemagne a dû payer ses dettes à elle, plus les dettes des Français et des Anglais. Donc en fait, elle ne perdait pas d'argent, elle misait sur différents chevaux, en étant sûre que tous les chevaux allaient gagner, en tout cas pour eux, quoi qu'il arrive. Et évidemment, ça a été repris par les propagandes des années 20 et des années 30, et c'est un fait réel, et qui a amené justement ces propagandes à être basées sur des faits réels, et donc avec les excès qu'on connaît. Mais enfin voilà, il y a eu cette prise de contrôle de la finance qui s'est transformée d'une finance à petite échelle et industrielle à une finance qui finance les États, et qu'on connaît encore aujourd'hui, et qui est en fait un système qui gangrène tout, et qui finit par tout détruire, parce que la finance n'a pas intérêt à ce que l'on rembourse totalement sa dette, et surtout avec les taux d'intérêt, cela nous force à faire de la croissance économique pour pouvoir rembourser à l'infini ces dettes. Et donc cette croissance économique nous amène dans l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que sans ressources naturelles abondantes et pas chères, et nous arrivons à la fin de celle-ci, eh bien nous n'arriverons plus à rembourser la dette. Et donc, soit tout appartient à la finance, et ça devient les nouveaux tyrans et les nouveaux propriétaires de tout, soit on se révolte, on va tous les massacrer, à mon avis c'est ce qui va se passer, soit ça tombe dans le chaos, et ça c'est encore plus probable, à ce moment-là, l'argent n'a plus de valeur, donc les dettes on s'en fout, mais on va tous va pas être gai ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais pour revenir à 14-18, on se rend compte justement que la finance a pris le dessus, on se rend compte qu'on a aussi créé l'impôt sur le revenu, là aussi on a dit, on va financer la guerre avec l'impôt sur le revenu. Avant, il n'existait pas dans quasiment aucun pays. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est depuis l'impôt sur le revenu, depuis les différentes taxes, nous payons beaucoup plus d'argent que tout ce qui avait été décrié à l'époque de l'Ancien Régime ou du Moyen-Âge, où on nous parlait de la gabelle, de la taille, ou des taxes pour passer un pont ou traverser, bien sûr, une rivière ou autre chose. Mais c'était des taxes ridiculement petites par rapport à ce que l'on a commencé à payer à partir de 14-18, une taxe sur le revenu. Et encore aujourd'hui, nous sommes corvéables et taxables à merci par l'État pour qu'il ne se réduit jamais et qui devient de plus en plus gros. Alors parfois c'est pour financer des guerres, parfois c'est pour financer l'immigration massive, parfois c'est pour financer les allocations de énormément de gens qui sont en chômage technique parce qu'il n'y a pas la croissance pour pouvoir les payer, et qui nous amène à avoir encore plus de grèves, et c'est bien sûr encouragé. Et l'on voit par exemple en ce moment, nous sommes donc le 11 novembre, dans quelques jours nous allons voter en Suisse sur une initiative qui est censée limiter l'immigration en Suisse. Eh bien on voit que la campagne contre cette initiative est massivement financée par les industries, par la banque, etc. Parce que réduire l'immigration, c'est réduire le chômage, c'est réduire
le nombre de gens qui vont toucher des allocations, etc. C'est pas l'unique façon, mais c'est aussi une des conséquences. Et tout ça, tout ce qui coûte à l'État, c'est bon pour la finance et c'est bon pour l'industrie, parce qu'il y a toutes sortes de pans de l'industrie qui est sensu là-dessus. Donc, on a vu donc cette finance et ces impôts démarrer en 14-18, et dans cette immense catastrophe, on a vu aussi des impacts géopolitiques, c'est-à-dire que l'Allemagne était en fait vraiment une grande puissance en devenir, et une des causes de la guerre, c'est bien sûr l'industrialisation massive de l'Allemagne que l'Angleterre voyait comme un danger par rapport à son empire qui était plus commercial et marin, et atlantiste, on va dire, thalassocratique, on appelle ça, par rapport à un empire en devenir qui était plus tellurique, donc de la terre, qui était finalement entre l'Allemagne, qui se rapprochait quand même pas mal de la Russie, et qui avait investi notamment dans l'Empire ottoman, dans des chemins de fer qui allaient jusqu'en Irak, donc en Mésopotamie à l'époque, ça s'appelait comme ça, et qui allait bientôt pouvoir amener en Allemagne le pétrole extrait des gisements, notamment au Kurdistan, et également dans le sud, qui était un peu sous contrôle britannique autour de Bassora. Enfin, c'était pas clair qui contrôlait, encore comme en 91, avec la guerre du Golfe. C'était pas très clair entre les Émirats du Koweït, qui s'appelaient pas encore tout à fait comme ça, qui était un peu sous protectorat britannique, et la Mésopotamie, qui était ottomane. Et donc le pétrole qui commençait à devenir la ressource nécessaire pour le commerce maritime mondial, il ne fallait surtout pas que l'Allemagne en contrôle une partie, et l'Angleterre avait intérêt à la guerre. Et on voit vraiment dans la diplomatie avant-guerre que l'Angleterre a financé la guerre contre les pays, la guerre italienne contre l'Empire ottoman. On voit aussi que l'Angleterre a participé via l'Italie et d'autres à la déstabilisation des Balkans. J'ai oublié de parler de la guerre de 1912 dans les Balkans et la guerre de 1913 entre Grèce, donc en 1912 entre Serbie, Grèce, Roumanie, Bulgarie et l'Empire ottoman, et en 1913 toujours Bulgarie, Grèce et je crois Serbie mais pas Roumanie. Et guerres qui ont été perdues les deux par l'Empire ottoman et qui ont perdu, je crois, la Thrace en Grèce, et qui ont amené aussi des problèmes entre la Bulgarie et la Grèce et la Serbie et la Macédoine. Cette attaque contre l'Empire ottoman, pour des raisons géostratégiques, pour aussi découper un peu plus cette région et la rendre sous domination, en tout cas nier le contrôle de cette région à l'Empire germanique, l'Empire allemand, c'est une des causes de la Première Guerre mondiale. Encore une fois, on revient aux ressources naturelles. On revient soit à la surpopulation, soit aux ressources naturelles. On voit aussi que le démontage, quand on parle de géostratégie, le résultat de cette guerre de 14-18, très longue, extrêmement fatigante pour la plupart des nations, qu'est-ce qu'elle a apporté? Elle a apporté que l'Empire ottoman qui a été démembré, il y a un excellent livre d'un écrivain, d'un autre historien, je ne sais plus s'il est anglais ou allemand, mais qui s'appelle Fromkin, qui s'appelle The Peace to End All Peace, la paix pour qu'il n'y ait plus jamais de paix, qui parle des négociations de paix de 1919 pour la fin, pour le découpage du Moyen-Orient, pour la création de la Palestine, avec déjà l'idée de créer Israël, ce qu'il y avait déjà dans le plan Balfour de 1917, Balfour crématoire, j'adore ce jeu de mots. Donc il y avait déjà le plan de création d'Israël, donc avec évidemment les problèmes de fait, l'Israël qui était censé être, du point de vue anglais, une colonie occidentale au Moyen-Orient pour en faire une base de contrôle. Alors ils ne l'ont pas lâché facilement, cette colonie, pour qu'elle devienne indépendante. On a vu les guerres où en fait, l'Irgun Haganah a mis en place en fait, du terrorisme contre les Britanniques pour obtenir l'indépendance pendant les années 30. Et puis après la guerre, évidemment, 1948, création de l'État d'Israël. On a vu aussi à quel point l'Angleterre a promis l'indépendance aux pays arabes, puisqu'elle contrôlait déjà l'Égypte, l'Angleterre. Elle avait déjà un protectorat sur l'Égypte avec un roi qui n'avait pas vraiment de pouvoir. Mais enfin, on a vu aussi dans le découpage du Moyen-Orient la création de ce qui allait être le Liban, la Syrie, l'Irak, et donc, ces divisions, un peu comme ce qui avait été fait au Congrès de Berlin pour l'Afrique, totalement aléatoires et un peu bizarres des zones géographiques, avec évidemment des conflits tribaux qui allaient en suivre. On a commencé à voir le début de ce qui allait devenir, pendant les années 30, l'Arabie Saoudite,
Et en fait, les copains, on le voit très bien dans le film Laurence d'Arabie, évidemment, les copains de Laurence d'Arabie qui avaient combattu pour leur indépendance, ils se sont fait avoir. Alors, on a donné un à la Jordanie pour dire sois gentil, on va te donner un bout de désert et puis tu vas devenir roi de ce bout de désert à Amman. On en a donné un autre le contrôle sur la Mecque et Médine. Bah, à l'époque, ils n'avaient pas encore découvert de pétrole, donc ils ne savaient pas que ça allait devenir l'Arabie Saoudite. C'est les Américains, les États-Unis qui ont créé l'Arabie Saoudite, qui ont soutenu la famille Saoud pour prendre l'Arabie Saoudite. Tout ce bordel du Moyen-Orient vient du découpage de l'Empire ottoman qui gardait assez bien, il faut le dire, quand on voit toute cette région, sous contrôle. Et qui protégeait d'ailleurs les Juifs. En Palestine, il y avait des Juifs qui habitaient même depuis certains, depuis toujours, depuis 2000 ans, dans cette région, et en tout cas sous la protection de l'Empire ottoman, étaient protégés et avaient un statut qui a tenu assez longtemps et assez bien, comme d'ailleurs en Turquie, enfin dans la partie turque, à Istanbul ou dans l'Anatolie, les minorités étaient assez bien chrétiennes ou juives étaient bien gérées par l'Empire ottoman. Évidemment, les guerres changent ça, et on a vu l'Empire ottoman partir dans des trucs comme euh, leurs actions en Arménie et leur campagne militaire désastreuse dans le Caucase contre l'Empire russe. Et avec là aussi des centaines de milliers de morts dans le froid, dans les montagnes. Enfin, c'est assez passionnant, mais c'est aussi extrêmement tragique. Et, euh, et voilà, et donc cette guerre a été la fin d'un monde, a été vraiment la fin du monde européen, a été une catastrophe. Et les crises des années 20, des années 30, la Deuxième Guerre mondiale ne sont qu'en fait une conséquence de l'onde de choc qu'a été 14-18 en Europe. Et à travers le monde, puisqu'encore une fois, on s'est battu à travers le monde. Et même, je devais ajouter, c'est aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont aussi eu ce concept de nation à partir de ce moment-là, puisque énormément d'hommes australiens sont allés se battre contre l'Empire ottoman, et j'ajouterais le Canada également en Flandre. Mais il y a eu énormément de combats autour d'unités australiennes, néo-zélandaises, surtout australiennes et canadiennes dans l'Empire britannique, canadiens et australiens dans les Flandres, mais aussi australiens sur Gallipoli et en Égypte. Et ça a forgé aussi un esprit de corps, un esprit de nation, dans des nations très peu peuplées à l'époque. Et ça a été un élément important de cohésion nationale pour ces pays. Donc ça, c'est toujours intéressant. À quel prix, évidemment, ça c'est une catastrophe. Le prix était totalement disproportionné à payer. Alors, vous allez me dire, alors avant que j'en arrive à la partie survie, c'est une vidéo un peu longue, euh, c'est tout d'abord d'imaginer ce qu'aurait pu être le monde, et notamment l'Europe, s'il n'y avait pas eu cette guerre. Alors on peut toujours, c'est un exercice qui est futile au sens historien, puisque ben, voilà, on peut imaginer ce qu'on veut, mais si on réfléchit vraiment, c'est un exercice que je trouve intéressant. Et étant passionné de stratégie militaire, et lorsque j'avais du temps, là j'ai plus le temps, lorsque j'avais du temps, j'aimais créer. Et d'ailleurs, j'ai créé un jeu de simulation assez détaillé de la Première Guerre mondiale, et pas que, mais d'autres aussi, mais en tout cas celle-là, vraiment assez détaillée, j'en étais assez content, qui a bien marché un temps, mais enfin c'était gratuit, hein, mais ça avait bien marché. Et, euh, et donc, que se serait-il passé si les choses en avaient été autrement? Alors, le premier scénario, c'est évidemment qu'il n'y ait pas eu de guerre. On se rend compte que ça aurait été tout à fait possible et très facile qu'il n'y ait pas eu de guerre. Soit parce qu'aucun terroriste bosniaco-serbe n'aurait réussi à shooter l'archiduc, François Ferdinand, soit parce qu'il l'avait loupé, d'ailleurs c'est le cas, la première fois il l'a loupé, c'est vraiment par un concours de circonstances incroyable qu'il se s'est retrouvé de nouveau face à lui avec son pistolet. Enfin, on peut très bien imaginer qu'il n'y ait pas eu ce choc. Quand même, tuer un héritier de la couronne d'un empire, c'est un grand choc psychologique, donc qui peut amener un pays à vouloir la guerre pour des questions d'honneur et même de principe. La guerre contre la Serbie, qui était une catastrophe tant pour l'Empire austro-hongrois que pour la Serbie. L'Empire austro-hongrois qui a été regretté par les nationalistes tchèques, hongrois et slovènes et croates, en fait, parce que ça a été... en fait, on se rend compte, même les historiens aujourd'hui l'admettent, qu'en fait, ils étaient très très bien traités, ils avaient beaucoup de droits,
Alors certes, ils ont obtenu leur pays, mais encore une fois, au prix de quelle souffrance. Mais ils avaient leur langue, ils avaient leur autonomie. C'était pas pire qu'être dans l'Union européenne, hein. Loin de là. Alors, on peut imaginer qu'il n'y ait pas eu de guerre. On peut imaginer que lorsque l'Autriche-Hongrie aussi a envoyé son ultimatum à la Serbie, on peut très bien imaginer que celle-ci peut-être ne cède pas, mais en tout cas que la Russie, qui était l'allié de la Serbie, lui dise non, écoute, on ne va pas entrer en guerre contre l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, puisqu'ils savaient très bien que par le jeu des alliances, ils allaient devoir faire une guerre contre l'Allemagne, une guerre qui a été tout de suite désastreuse pour la Russie, puisque autant ils ont eu des succès militaires contre l'Autriche-Hongrie, assez vite d'ailleurs, autant au nord, ils ont subi des désastres militaires contre les Allemands en Prusse orientale, et, et ils ne se sont jamais remis, et ça a été une catastrophe, cette guerre, de toute façon, pour la Russie. On peut très bien imaginer qu'entre cousins, finalement, le tsar, le kaiser, même le roi d'Angleterre, c'est des cousins. On va exclure le roi d'Angleterre parce que l'Angleterre souhaitait vraiment cette guerre, mais on peut très bien imaginer l'Angleterre qui est entrée en guerre à cause de l'invasion de la Belgique par l'Allemagne. Pas pour d'autres raisons, en fait. Et ensuite, c'est l'Angleterre qui a intervenu au Moyen-Orient et qui a provoqué un petit peu une sorte de... Il y a eu une provocation qui a fait que l'Empire ottoman est entré en guerre. Mais on aurait pu très bien imaginer que la Russie, que le tsar, ne soit pas mal conseillé par, je crois, son cousin, d'entrer en guerre. D'ailleurs, le principal conseiller de la reine, de la tsarine, le moine Rasputin, avait prévu, alors vu pour les gens qui croient au surnaturel, ou prévu, par la logique, qu'il ne fallait absolument pas entrer en guerre, que ça allait être une catastrophe. Et bon, la Russie, pour le conseil d'une personne au tsar Nicolas II, est entrée en guerre, mais ça aurait très très bien pu ne pas être le cas. Et donc, si finalement cette guerre était restée limitée finalement à des escarmouches entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie, et que ça serait plié ou que ça aurait fini par être négocié, on peut très bien imaginer aussi, finalement, que le mécanisme, que l'empereur Guillaume II d'Allemagne, il n'était pas très futé, mais qu'il ait une meilleure maîtrise sur ses militaires et qu'il limite la capacité de son armée à déclencher un mécanisme qui était justement l'invasion de la Belgique et finalement ce plan Schlieffen de contourner la France par le nord, traverser les Ardennes déjà à l'époque, et finalement contourner en passant par la côte de la Manche, et de prendre Paris, contrairement à ce qu'attendaient les Français, c'est-à-dire une attaque à travers l'Alsace-Lorraine, depuis l'Alsace-Lorraine, et justement les Français se préparaient à une contre-attaque qui a été d'ailleurs monstrueusement coûteuse en hommes, donc, pendant cette bataille des frontières, en août 14. Et en fait, on peut très bien imaginer le monde où des millions de morts ne seraient pas morts, et que finalement, l'Allemagne aurait mis en place un système de collaboration économique qui aurait enrichi le Moyen-Orient sous domination ottomane, et qui aurait amené énormément de richesses. Comme d'ailleurs le projet de la colonisation, encore une fois, je le regrette et je le récuse, je pense que ce n'était pas notre travail d'aller en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine à transformer ces peuples. Ils se débrouillaient très bien chez nous, ils se seraient débrouillés selon leurs coutumes et à leur vitesse et selon leur philosophie. Eh bien, on aurait vu probablement un Moyen-Orient s'enrichir et être développé. On aurait vu également peut-être une meilleure gestion, finalement, de la décolonisation qui, tôt ou tard, était inévitable de l'Afrique, mais une gestion qui se serait faite raisonnablement, avec moins de croissance démographique, avec beaucoup moins de guerres, avec beaucoup moins de partition des territoires et plus, finalement, de prospérité. On aurait vu aussi tous ces millions de morts, tous ces jeunes européens, dans la force de l'âge, dans la force physique, était considérable, dont le courage n'était pas à démontrer. Russes, Allemands, Belges, Français, Anglais, Écossais, Italiens, etc., contribuaient, même Portugais, le Portugal a participé à la guerre du côté de l'Entente, contribuer à un monde meilleur, contribuer à un développement peut-être plus intéressant. Alors je regrette aussi de voir à quel point souvent je vous dis ces gens étaient meilleurs que nous, mais ils se sont fait bien couillonner quand même d'aller faire ces guerres pour rien, parce qu'ils n'ont pas su voir, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas évidemment la capacité de se rendre compte, de s'informer, et d'aller au-delà de la propagande. Et là, il faut le dire, les mouvements socialistes de cette époque-là, où ça voulait encore dire quelque chose d'être socialiste, eux avaient vu la propagande. Et d'ailleurs,
justement, ça m'amène à l'autre option, c'est qu'en fait, en 1915, il y a eu des négociations pour la paix. Il y en a eu plusieurs, et notamment ceux d'ailleurs de l'industriel américain Ford. Il y a eu des tentatives de négociation de paix par le Vatican, il y a eu des tentatives de négociation de paix par via la Suisse et la Suède à travers la diplomatie. Il y a eu également donc j'ai parlé du Vatican, et puis il y a eu l'international socialiste qui a appelé, parce qu'il y a eu justement des réunions, je crois que c'était à Bâle, sauf erreur, où les délégués de tous les belligérants et d'autres pays ont dit non, mais cette guerre n'est pas dans l'intérêt du peuple. Et ils avaient raison, parce qu'à cette époque, le socialisme, c'était pas comme maintenant où on parle de mariage pour tous, ces conneries, des trucs sociétaux qui n'ont aucun impact sur la population, c'est marginal, ou qui ont un gros impact parce que justement on veut amener les trois quarts du monde à vivre chez nous, quoi. Sous prétexte que ce serait bien, alors que nous on est en crise et qu'on est en train en gros déclin, et qu'est-ce qu'on nous amène des millions de gens d'ailleurs chez nous. Bref, donc le socialisme à cette époque a tenté la paix. Et toutes ces initiatives de paix de 1915 et de 1916 ont échoué. Et quand on étudie dans le détail l'histoire, alors il y a des documents, des livres qui en parlent très très bien et qu'on trouve facilement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la finance internationale dont je parlais tout à l'heure, les cousins, ces banques cousines qui sont à Wall Street, mais surtout à l'époque, elles étaient à Londres, mais aussi à Paris et aussi à Francfort, eh bien, on voit que cette finance internationale a absolument tenu à rassurer les belligérants en disant non, non, mais ok, vous n'avez plus de munitions, on va vous financer. Très bien, vous avez eu beaucoup de morts, mais vous allez pouvoir la gagner cette guerre, on va vous donner beaucoup d'argent. Et alors, ils ont promis, alors, pour les Allemands, on leur a promis de financer l'industrie et de leur permettre d'avoir l'industrie nécessaire pour gagner. En Angleterre, la banque a promis qu'elle allait utiliser son pouvoir d'influence pour faire entrer les États-Unis en guerre de son côté. La finance en Italie a promis à l'Italie que de toute façon, elle allait pouvoir gagner la guerre et donc à bas prix récupérer certaines des terres qu'elle considérait italiennes à cette époque, qui étaient des terres en Istrie, en Dalmatie, et le Tyrol du Sud, qui en fait ne parle pas du tout italien, mais ça c'est un détail pour les politiciens et géopoliticiens de cette époque. Et donc, on s'est rendu compte que la guerre aurait pu se terminer aussi, elle aurait pu ne pas se faire, elle aurait pu se terminer en 1915, et puis elle aurait pu se terminer en août 1914 si l'Allemagne avait gagné contre la France. Alors ça paraît difficile, vu les forces en jeu, c'était quand même un plan extrêmement audacieux et difficile à mettre en place. Les gens marchaient à pied à l'époque, hein. Donc passer de la zone de l'Allemagne vers Aix-la-Chapelle, la Ruhr, etc., traverser la Belgique, tout en détruisant les forts, notamment de Liège avec l'artillerie, la Grande Bertha, ça vient de cette époque, c'est un mortier en fait autrichien qui a été utilisé contre les forts, mais enfin, sinon ça devient un dîner de con mon histoire. L'armée allemande devait traverser, et comme disait Schlieffen, il faut que la manche du dernier soldat le plus au nord, la manche donc droite du dernier soldat, soit contre la Manche, donc la Manche, le bras de mer entre l'Angleterre et l'Europe, et en redescendant sur Abbeville, etc., contourne finalement Paris et contourne toutes les armées françaises. Évidemment, à pied, c'est compliqué, donc finalement, ils ont fait un tour plus court, ils sont retrouvés sur la Marne, là où l'armée française, qui avait récupéré un petit peu de ses forces, a bien sûr battu avec un petit peu de participation britannique et repoussé dans ce qu'ils ont appelé le miracle de la Marne. Enfin bon, c'était pas tellement miraculeux, c'était un peu normal quand on étudie les faits. Et donc ensuite, bataille des frontières et course à la mer, le front s'est stabilisé et les gens ont commencé à creuser. Et à cause de la mitrailleuse, on se rend compte que c'était très difficile de faire une guerre de mouvement dans cette partie du front. Et ça s'est enlisé, donc voilà, on aurait pu imaginer que l'Allemagne gagne la guerre à ce moment-là. Là, on aurait eu une Europe allemande, un peu comme aujourd'hui, 100 ans avant l'heure, mais avec des millions de morts en moins. Et ces millions de morts en moins, c'était des gens intelligents, travailleurs, capables, extrêmement inventifs, capables d'inventer énormément de technologies. Alors peut-être qu'on aurait eu moins de technologies guerrières plus vite, on aurait eu moins de développement de l'aviation, moins de développement d'un certain nombre de techniques. Mais à long terme, on aurait eu un monde avec des gens vraiment intéressants et génétiquement extraordinaires qui auraient été vivants et qui auraient pu se reproduire. Et peut-être on aurait eu un monde un peu moins orienté consumériste, mais enfin, c'est très difficile de projeter 50 ans en arrière. En tout cas, ce qui est certain, c'est que 14-18, c'est le début du déclin de l'Europe. On verra ce que ça va donner. Peut-être un jour, il y aura un renouveau. En tout cas, aujourd'hui, nous devons accepter de vivre dans... Et je pense qu'on a compris qu'on vit dans un déclin.
Et un déclin qui a mis le temps, hein. Je vois par exemple l'Empire britannique, ils ont mis le temps à comprendre que c'était fini. Ils ont mis 30, 40 ans. Les Français, moi j'avais des amis français dans les années 70-80 qui me parlaient encore de la France comme si c'était un pays impérial, une grande puissance. Ils n'avaient pas compris que la France a cessé d'être une grande puissance en réalité, enfin à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais le début de la fin de la France, c'est 14-18. Le début de la fin de l'Angleterre, c'est 14-18. Alors c'est pas la même chose pour l'Italie, le début de la fin de l'Allemagne, encore que, eux, ils reviennent, hein. C'est 14-18, le début de la fin de l'Autriche-Hongrie et de l'insignifiance des petits pays d'Europe centrale, de la Mitteleuropa, c'est aussi 14-18, bien que, à la limite, comme la Suisse, on peut très bien être très heureux, très prospère dans un petit pays qui n'a pas d'ambition géostratégique globale, à partir du moment où on est souverain et on contrôle ses frontières, on ne laisse pas en venir la moitié du Zimbabwe chez soi, parce qu'après on devient le Zimbabwe. Et c'est pas une question, c'est pas que j'aime pas le Zimbabwe, mais si vous faites venir le Zimbabwe chez vous, et que vous devenez le Zimbabwe, vous n'êtes plus chez vous. Et c'est pas une question d'aimer ou pas les Zimbabwéens, ils sont très bien, mais ils sont très bien chez eux. Et chez eux, c'est les Zimbabwe, et quand ils viennent ici, c'est plus chez nous, et c'est plus chez eux non plus, et c'est pour ça qu'on a tout ce bordel de viol, de criminalité, etc. On déracine pas les gens, enfin bref, c'est un autre sujet. Mais enfin, ça a commencé à cause de 14-18. Donc, on voit que cette période, elle est fondamentale, elle est clé dans notre histoire, et que on l'apprend très mal, je trouve, à l'école. Moi, je me souviens qu'à l'école, 14-18, c'était vite plié. Bon, j'avais un programme d'histoire monstrueusement chargé, puisque c'était toute l'histoire de tous les pays du monde, de 1492 à 1960. Donc c'était juste monstrueusement lourd comme programme, mais enfin, on nous apprenait un petit peu, mais pas assez. Et aujourd'hui, je vois dans les cours d'histoire, aujourd'hui, on nous prend l'histoire surtout par le côté pathos, c'est-à-dire que on nous apprend 14-18 en lisant des lettres des soldats dans les, euh, dans les tranchées, où on a la vision des femmes, on a la vision des noirs. Je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? On peut en parler, on peut bien sûr l'étudier, mais ça ne doit pas être que ça. Et aujourd'hui, on voit que c'est que ça. Je vois les bouquins enfin, je me souviens des bouquins de ma sœur il y a déjà 20 ans, aux États-Unis, où en gros, la Première Guerre mondiale, c'était, oui, pourquoi les Noirs, ils étaient ségrégés, enfin, je veux dire, ils étaient voués aux tâches subalternes, genre, ils devaient creuser et faire des routes, alors que les Blancs, ils devaient aller se battre. Je veux dire, c'est quoi comme manière de voir l'histoire? On peut le dire sans dire, ah, c'est pas bien. Toujours ce côté moralisateur de merde et bien pensant du monde moderne. Ça aussi, ça a démarré à cause de 14-18. Encore une fois, c'est les lâches et les couards qui ont survécu mieux que les courageux et les violents et les mecs bien, quoi. Et donc, il n'y a plus personne je veux dire, quelqu'un qui vous propose ce genre de programme d'histoire, vous lui mettez une claque, et c'est fini. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui ose mettre une claque. Je veux dire, on voit en France, on n'étudie plus Louis XIV, Napoléon, mais on va étudier l'Empire Songhai ou l'Empire du Ghana. C'est vachement intéressant. Moi, je trouve que c'est super intéressant d'apprendre l'Empire du Ghana et l'Empire Songhai. Mais on le fait après avoir fait l'histoire de France, si vous êtes français. Sinon, ça n'a pas de sens. Ou alors, vous ne faites pas venir la moitié du Mali et du Ghana en France. Mais ça, c'est encore un autre projet. Puis quand bien même. Et je m'éloigne. Je m'égare, comme toujours. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que c'est une période importante. Alors, pour la survie, vous allez me dire, mais où est-ce qu'on va en venir par rapport à ça? Eh bien, pour la survie, il y a deux choses qui sont importantes. Tout d'abord, c'est que la géopolitique, elle est importante. Nous ne pouvons pas simplement nous dire ah ouais, tout va bien, je m'en fous, tant que je peux aller pousser le caddie le samedi, ça va. Non, on doit se préoccuper de ce qui se passe, on doit s'informer. De même qu'en 1914, aujourd'hui, nous sommes dans une période de changement majeur géopolitique. La Russie a repris de sa puissance. On voit les États-Unis en faiblesse et en déclin, et leur empire, qui inclut l'Europe, le Canada, l'Australie et une grande partie de pays, son empire va mal. Il y a une crise économique lourde, pour les raisons que vous connaissez si vous avez lu Survivre à l'effondrement économique, qui ne peut pas s'en sortir et qui essaye par tous les moyens de contrôler les ressources ou de nier le contrôle de ces ressources à d'autres, comme me le disait très justement Noam Chomsky lorsque je l'avais interviewé à Boston. Et ce déni de ressources ressemble un petit peu à la stratégie britannique contre l'Allemagne en 1914. Et là, on voit que les États-Unis ont un petit peu cette stratégie contre la Chine et contre la Russie. Sauf qu'ils n'y arrivent pas, puisque la Chine et la Russie, ils n'ont pas l'Empire ottoman entre eux. Ils ont mis en place, là récemment, ils ont mis en place hier, je crois, le 9 novembre, avant-hier, la Chine a signé avec la Russie un deuxième contrat d'exportation gazière, où en fait on voit que la puissance industrielle chinoise va pouvoir se servir des ressources
énergétique en Russie, qui en a encore beaucoup. Et donc, on est en train de se rendre compte que cet nouvel empire commercial, économique en devenir, et même militaire, va faire continuer à faire décliner l'empire américain, qui est l'empire qui domine le monde depuis en tout cas 1945. Et les États-Unis ne peuvent pas supporter ça. Aucun empire ne meurt volontairement. Parfois, en essayant de ne pas mourir, il accélère sa fin. Mais il y a des chances qu'il provoque une guerre. On a vu toute cette histoire en Ukraine, à quel point elle a été poussée, provoquée par les États-Unis via l'Europe et via leur réseau. Donc toujours se méfier du Moyen-Orient, c'est une poudrière. Les Balkans un peu moins ces temps, mais le Moyen-Orient reste une poudrière idéologique, à cause des gens qui comprennent l'islam de la manière dont ils le comprennent et qui croient qu'il faut aller égorger tout le monde. Alors ça, vous êtes libre de croire que c'est vrai ou pas vrai, on verra. En tout cas, c'est comme ça que l'interprètent certaines personnes. Donc, à un niveau philosophique, il y a des changements majeurs qui sont en train de se passer à cause de la géopolitique. Et donc, si vous n'écoutez pas précisément ce qui se passe, tout d'un coup, vous avez demain matin des gens qui arrivent chez vous et qui massacrent tout le monde, et vous n'avez pas compris pourquoi ils viennent, et surtout, vous n'êtes pas préparé à ça. Donc, c'est important de bien comprendre la géopolitique. Et à titre individuel, quand on étudie un petit peu ce qu'ont dû endurer ces gens dans les déserts de Mésopotamie, dans les tranchées du nord de la France, ou dans les combats extrêmement violents pour Verdun, ou Przemyśl en Galicie, ou les bombardements allemands au gaz chimique sur Riga, sur le front de Riga, ou à Ypres, ou les combats dans les montagnes, dans les Alpes, dans les Dolomites en Italie, ou en Afrique, ou dans les sous-marins, etc. On se rend compte que chaque cas nous donne des exemples de survie individuelle, de débrouillardise, de comment faire avec... Ils avaient des équipements de merde à l'époque. C'était pas les beaux sacs Cordura, ils n'avaient pas de Gore-Tex, ils n'avaient pas tout le nylon. Ils faisaient avec de la corde, ils faisaient avec de la laine, ils faisaient avec du coton, ils faisaient avec des chaussures en semelle en carton. Les mecs, ils se démerdaient avec ce qu'ils pouvaient pour s'abriter du froid, pour manger, pour boire, pour ne pas choper des maladies. La dysenterie, d'ailleurs, il y a eu plus de morts à cause de maladies pendant la Première Guerre mondiale, surtout en 1919, avec la grippe, la fameuse grippe espagnole. Les gens, ils se démerdaient comme ils pouvaient, en gardant un petit peu d'humanité, en écrivant à la maison, malgré la censure, en développant des liens de camaraderie entre eux, ce qui est souvent le cas pendant les guerres, mais enfin c'est remarquable. En écrivant, on voit lorsqu'on écrit les lettres, on se rend compte à quel point des pays comme l'Angleterre, mais surtout la France et l'Allemagne étaient un pays où il n'y avait pas d'illettrés. Il n'y avait pas d'illettrés, ces gens étaient plus cultivés et mieux éduqués que la plupart des gens aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. On voit que ces gens avaient une compréhension très humaine de ce qui leur arrivait et comment ils géraient la terreur de savoir que peut-être demain matin ils allaient se faire exploser, pulvériser par un obus. Je précise souvent pour les gens qui n'aiment pas les égorgements, comme moi d'ailleurs, par certains au Moyen-Orient, que le missile qui est tiré de l'avion ou l'obus qui arrive justement sur le poilu dans la tranchée, peut-être qu'il vous coupe pas la tête, il vous pulvérise. Donc à la fin, il y en a un qui est peut-être moins spectaculaire que l'autre, moins médiatique, mais enfin la mort, elle arrive quand même de la même manière. Et alors heureusement, la Première Guerre mondiale n'a pas été une guerre qui a été trop menée sur les civils, on n'a pas eu des massacres sur les femmes, des enfants, des vieillards, comme il y a pu avoir dans la Deuxième Guerre mondiale, ou dans toutes les guerres depuis. Il y a eu peu finalement d'actes génocidaires. Alors il y a un grand débat sur ce qui s'est passé en Arménie. Alors c'est clair que les Arméniens ils sont bien fait massacrer par les forces ottomanes. Je ne comprends pas pourquoi la Turquie se braque par rapport à ça. Ce ne sont pas les Turcs, ce n'est pas le gouvernement turc, c'est une faction de l'Empire ottoman. Bref, bon, ça c'est une autre histoire. Et donc, il y a eu peu de souffrance chez les civils, bien que la famine en Allemagne, en Russie, ait évidemment permis ça. Tiens, ça a aussi créé l'Ukraine et la Pologne, la Première Guerre mondiale. Ça, c'était aussi un point intéressant à l'Est. Bref, tout ça pour dire que nous avons énormément de choses à apprendre en lisant les livres qui nous parlent de 14-18 sur comment faisaient les gens à se débrouiller dans les tranchées, comment ils vivaient. Parce qu'on n'est pas à l'abri de devoir finir dans des situations pareilles, on n'espère pas.
mais aussi parce que il y a des techniques intéressantes et surtout ils devaient faire beaucoup avec pas grand-chose. La plupart d'entre nous, on ne tiendrait pas 2 jours dans une tranchée humide, surtout les tranchées françaises. Les tranchées allemandes, elles étaient impressionnantes par rapport dans leur fabrication. Enfin, c'est les Allemands, hein, ils font des choses bien les Allemands, et à fond, quoi. Les tranchées françaises ou italiennes, on voit dans les images que les types ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux, lorsqu'il pleuvait, il faisait froid l'hiver, ils étaient moins bien organisés. Donc comment est-ce que les gens faisaient? Nous, on ne tiendrait pas 2 jours dans ces situations. On ne serait pas capable de vivre comme ils vivaient ces gens dans ces situations. Donc c'est intéressant. Comment ça se fait qu'ils ont pu réussir à tenir, à garder une certaine santé mentale, en tout cas pour certains. D'autres, j'imagine, ont subi les mêmes stress post-traumatiques qu'ont subi les combattants de la deuxième du Vietnam ou d'aujourd'hui. Donc, avec les mêmes suicides, simplement, on les remarquait pas. Il n'y avait probablement pas de statistiques qui en tenaient compte. Il n'y avait pas de cellules de gestion de stress à la sortie de la tranchée. Je peux te dire que c'était coup de pied au cul et démerde-toi. Et donc, c'est vraiment une période qui mérite d'être étudiée si vous avez le temps, si vous êtes passionné d'histoire. Moi, je vous encourage à bien étudier 14-18. Et donc aujourd'hui, 11 novembre, ce qui m'énerve, c'est de voir ces politiciens de merde qu'on a aujourd'hui aller apporter des fleurs à des soldats inconnus qui leur cracheraient à la gueule d'ailleurs, et qui leur foutraient un coup de baïonnette dans le bide et tourneraient pour bien que ça fasse mal, et qui ferait la révolution immédiatement quand on voit qui dirige et comment on dirige le monde par ces élites pourries qui sont en plus physiquement des fiottes, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, au-delà de ces commémorations officielles qui me font dégoût, qui me font vomir, pensons à nos grands-parents, pour les mâles qui sont allés à la guerre et qui sont rentrés, sinon on serait peut-être pas là. Pensons à nos arrière-grands-mères ou nos grands-mères qui sont restés à la maison ou qui ont été dans les usines, qui ont fait fonctionner, qui ont été dans les champs ou qui ont fait fonctionner la maison pendant l'absence de leurs hommes. Et pensons à eux, à ce qu'ils ont souffert et ce que l'on peut apprendre de ça. Comment des civilisations peuvent disparaître à cause de guerres stupides. Comment notre civilisation, eh bien, elle peut encore être sauvée peut-être si nous sommes actifs dans la mise en place de garde-fous par rapport à nos politiques, par rapport à la géopolitique du monde, si on peut encore. Moi, je crois que c'est plié. Mais en tout cas, nous pouvons nous préparer pour que, à petits groupes, dans nos bases autonomes durables, dans nos régions autonomes durables, de plus en plus, ce phénomène est en train de prendre à travers la France et la Suisse et partout, aux États-Unis certainement, et j'espère que j'apporterai ce message modestement dans d'autres pays très bientôt, eh bien que nous puissions mettre en place un monde d'hommes libres, courageux, droits, pacifistes. Moi, je crois beaucoup au pacifisme. C'est-à-dire qu'à un moment, on se défend, mais on ne va pas aller attaquer les autres, on ne va pas agresser les autres. Et donc pour ça nécessite de garder notre souveraineté, de ne pas la laisser aux banques, de ne pas la laisser aux industries, de ne pas la laisser aux politiciens véreux, et de ne pas la laisser aux élites derrière, ces élites autoproclamées, ces aristocrates qui n'ont rien d'aristocrate si ce n'est l'héritage de leur fortune, et qui ne sont plus les meilleurs, comme étaient les aristos en grec de l'époque. Et ce que signifie vraiment l'aristocratie, ces élites, elles nous veulent du mal, elles veulent nous détruire, elles veulent nous détruire tous, que vous soyez africains, européens, asiatiques, elles veulent petit à petit tous nous diluer, nous détruire pour que nous soyons que des consommateurs et que des esclaves endettés envers eux. Ça va pas le faire à mon avis, on va se viander bien avant, mais enfin soyons attentifs, soyons méfiants et utilisons justement ces jours de commémoration comme par exemple le 6 juin ou aujourd'hui le 11, pas le 11 septembre, quoique le 11 septembre aussi, le 11 novembre pour justement apprendre à être des hommes meilleurs, à être des hommes plus forts, à être des hommes libres, hommes et femmes bien sûr, et de travailler ensemble en cherchant ce qui nous rejoint, ce qui nous relie, au lieu de nous agacer et de nous énerver sur ce qui nous sépare, et notamment sur Internet, parce qu'on est vite énervé pour des choses stupides, alors que nous sommes, la plupart d'entre nous, des gens qui sont liés par des valeurs, je crois, hein, en tout cas les gens que je rencontre depuis que j'écris mes livres, que ce soit en Afrique, des Africains, des Maghrébins, des Européens du Nord, du Sud, de tout ce que vous voulez, des Russes. Nous sommes liés par l'amour de notre patrie, l'amour de nos familles, l'amour de nos peuples respectifs. Et lorsqu'on aime ces peuples respectifs,
sans haine envers les autres, on peut se respecter, on peut s'entraider, on peut aider au développement de tous. Et, euh, et pourquoi pas, justement, ensemble bâtir un monde meilleur. Il va falloir qu'on mette en place ces liens et ces réseaux et ces philosophies maintenant, et ce sera le sujet d'un livre un jour, ou si j'ai le temps de finir, parce que nos ennemis veulent notre destruction, veulent notre mise en esclavage, et parfois veulent notre mort spirituelle, notre mort génétique, par le mélange de tous avec tous. Donc ça veut dire qu'on sera tous un blooby-boulga, il n'y aura plus de blanc, de noir, donc il n'y aura plus les racines européennes, donc on ne pourra plus être fiers de nos racines, ou en tout cas ce sera beaucoup plus dur. Et donc, nous devons faire en sorte que, la main dans la main, fraternellement, Africains, Européens, Asiatiques et autres, nous nous préparions à ce qui arrive de manière intelligente, de manière fine, et en tout cas avec de l'action réelle. Parce que parler sur Internet, ou bon, maintenant vous avez écouté 1 heure de ma vidéo, maintenant on éteint et on va bosser. Ok? Petite réflexion sur le 11 novembre, donc réfléchissez par vous-même, faites vos conclusions par vous-même, pensez avec votre tête, suivez aussi votre cœur, et pensons à nos ancêtres qui ont donné leur sang, en tout cas pour nous, même si ils se sont fait couillonner. Mais ça, nous aussi, on se fait couillonner souvent, et voilà. À très bientôt. Ciao.